Franc-parler, Honoré Naom. Bonjour à chacun et à tous, à nouveau dans vos demeures pour la dominicale de Vérité Franc-parler. Nous émettons de Sikakodi sur la 94.3 Radio Cotonou. Tout doucement, nous tendons vers les élections générales de 2026. Une première au Bénin et la mission de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, est déterminante. L'institution a d'ailleurs officiellement lancé le processus électoral. Une rencontre qu'elle a initiée le mardi 15 avril dernier a permis de rassembler les différents acteurs impliqués dans l'organisation des scrutins. Le chronogramme détaillé des élections générales de 2026 connu, nous tournons bien entendu nos regards vers les formations politiques pour prendre le pouls. Ce dimanche, nous allons lever un coin de voile sur l'état d'esprit au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR. Et pour faire le débat avec moi ce matin, nous recevons bien entendu Monsieur Irénée Josias Agossa. Il est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Bonjour à vous, Monsieur Irénée Josias Agossa. Bonjour, c'est un réel plaisir de vous revoir. On s'est eu maintenant, ça fait un bout de temps. Effectivement. Donc le plaisir est entier à mon niveau. D'accord. Je salue les auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. D'accord. Et merci donc d'accepter notre invitation sur ce plateau. Et voilà la mise en onde de cette émission. Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Josias Agossa, pour donc lancer nos échanges ce matin. Parlons un peu de votre option de poursuivre la marche politique au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Quel a été le moteur de la mécanique? Pourquoi? Oui, il faut dire que en réalité, pour comprendre la destination d'aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que je sois membre de UP Le Renouveau, il faut aller vers le contexte politique depuis 2019. D'accord. 2019 a commencé évidemment la mise en œuvre des réformes du système partisan. Et dès que ces réformes ont été introduites, je peux vous rassurer que nous avons en ce temps un système qui s'est installé, c'est-à-dire la réforme du système partisan, et il y a deux camps. Dans ces deux camps, nous avons un au niveau de l'opposition, où j'étais membre d'ailleurs, il y a ceux qui étaient réformistes, c'est-à-dire d'accord pour les réformes, et particulièrement la réforme du système partisan, et qui ne croit pas en ce que un homme d'affaires, celui qui n'est pas issu d'un parti politique, puisse porter cette réforme. Donc il y a les réformistes anti-talonistes qui en fait ne croient pas en réalité à la capacité d'un homme d'affaires de conduire cette réforme. Il y a dans le même camp de l'opposition, il y a ceux qui sont totalement anti-réformistes. C'est-à-dire que eux, ils ne veulent pas des réformes. De l'autre côté, au niveau de la mouvance présidentielle, il y a les réformistes pro-talonistes, c'est-à-dire qui veulent que ça marche et qui ont totalement confiance au système. Et il y a les pro-talonistes anti-réformistes, c'est-à-dire que en réalité, eux ne veulent pas de réforme. Voilà la situation initiale. Moi, j'étais de ceux-là qui sont réformistes, mais qui ne croyaient pas que, en réalité, quelqu'un issu du milieu des affaires peut porter une telle réforme pour que ça marche. D'accord. Donc, c'était ma position. Okay. Donc, et la position des amis avec moi, c'est que nous étions clairs, il faut participer aux élections.
Il faut accepter les réformes, participer aux élections, gagner et pouvoir maintenant imposer cette réforme à travers les courants politiques. C'est ce que moi j'ai toujours défendu au sein de l'opposition. Et je l'ai défendu jusqu'au sommet, en portant bien sûr cet idéal en tant que candidat en 2021. Ouais. Donc pour moi... Avec M. Corentin Corp. Très bien. Moi, j'étais dans la logique que c'est un parti politique qui peut seulement conduire cette réforme. Et celui qui peut conduire cette réforme doit être l'émanation d'un parti politique. Donc, c'est clair, moi je suis réformiste. Je suis réformiste et je ne croyais pas que le président Talon pouvait conduire une telle réforme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été jusqu'aux élections pour proposer aux Béninois, voici mon programme, voici ma vision. Les Béninois n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Donc, après l'échec, nous avons mis en place un parti politique pour conduire l'idéal au sein des populations. La réforme du système partisan avant 2023 montre que nous ne pouvons pas utiliser ce cadre et nous en sortir. Parce qu'il avait les 10%, etc. Donc, nous étions obligés d'observer et de dire comment nous allons participer désormais à la vie politique nationale en étant en conformité avec les tests. Donc, ce que nous avons décidé ensemble pour dire, puisque nous sommes réformistes et que maintenant, nous constatons que le président Talon est en train de porter les réformes. Donc, nous avons eu une mauvaise appréciation. C'est-à-dire que nous, on pensait que lui ne pouvait pas porter les réformes parce que le système qu'il a amené, il ne peut pas aller contre ce système. Après, vous l'avez vu capable. Mais nous avons vu non seulement qu'il est capable, il a pris le risque de sa vie en remettant en cause le système qu'il a amené au pouvoir. Pourquoi de sa vie? De sa vie, d'autant plus que vous avez vu, son proche collaborateur a failli le pétanquer. C'est clair, parce que je vous disais que au sein de son camp, il y avait les anti-réformistes, mais qui sont talonistes. C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui l'ont amené au pouvoir... Ils le soutiennent clairement. Ils le soutiennent clairement. Mais ils ne veulent pas de réforme. Ils ne veulent pas de réforme. Eux se disent, nous avons maîtrisé ce système pour te conduire au pouvoir. Alors pourquoi nous allons changer? Restons dans le même système et nous allons te remplacer. Puisque ce système nous a fait que... tu as fait 10 ans. Alors, mais nous allons poursuivre en mettant en place le même système. Mais lui dit, vous n'avez rien compris. Ce système doit finir puisque ce système a atteint son apogée à partir de nous autres. Donc, avec ce courage, il a rassuré notre camp. Du coup, nous avons vu au sein des partis qui le soutenaient, nous avons vu que UP, le renouveau progressiste, entre dans la vision de notre parti et nous avons réalisé la fusion. Donc, moi, je suis arrivé représenter ce parti avec les camarades au sein de UP, le renouveau, où nous nous sommes bien installés, d'ailleurs, parce que nous sommes dans la logique des réformistes, mais ici, désormais, progressistes. D'accord. Vous quittez bien entendu un parti, je veux dire, opposé d'une manière ou d'une autre à la gouvernance de Patrice Talon. Vous venez donc au niveau de la mouvance présidentielle et vous arrivez à intégrer le bureau politique. Comment vous avez opéré ça? Non, mais ça c'est aussi simple que ça, puisque j'étais président de parti. Donc, d'autres vous diront même que être membre du bureau politique ne me convient pas et qu'il fallait que je sois membre de la haute direction, membre de tel... Non, mais peu importe. Quelle que soit la position. Quelle que soit la position, nous, on a fait l'option de nous battre pour un idéal. Parce qu'en réalité, vous parlez du fait que nous avons quitté un parti d'opposition. Non, ce n'est pas ça. En réalité, nous étions à une phase de mutation. Avec les nouveaux tests, il fallait muter. Chacun devait choisir sa position. Les grands ensembles. Les grands ensembles. Donc, face à ces grands ensembles, nous avons fait un choix. Et ce qui a guidé notre choix, je vous l'ai dit maintenant, et c'est la cohérence. C'est la cohérence, même la cohérence au niveau de notre vision. La cohérence au niveau de nos choix politiques. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette logique réformiste et nous sommes plus réformistes même que certains au sein du parti UP Le Renouveau. Parce que je vous dis qu'il y a des gens qui ont soutenu le président et qui sont encore là et qui ne sont pas réformistes.
Alors, ils sont pas réformistes. Donc ceux-là sont dans la logique de la jouissance autour du chef de l'État. Mais le chef de l'État, Dieu merci, ne se trouve pas dans cette logique. Lui se dit, désormais, nous avons fini avec ce passé honteux. Nous devons planter les bases d'une république qui doit se prendre en charge et être capable d'assumer et relever les défis qui nous attendent. D'accord. Que faites-vous concrètement au niveau du parti UPR? Vous constatez que le plus souvent, je suis dans ceux qui portent la parole. D'accord. Donc, je ne suis pas le porte-parole, mais je suis dans le comité de l'équipe qui porte la parole du parti. Raison pour laquelle, certainement, vous m'avez invité ce matin. Tout à fait. Alors, dites-nous, qu'est-ce que Irénée Agossa peut aujourd'hui mettre à son actif en militant vraiment au sein de l'UPR? Ce que je peux mettre à mon actif, c'est clair que je me suis retrouvé dans un cadre aussi large où nous sommes plus audibles. D'accord. Nous avons la possibilité de se faire entendre. Que nous allons nous faire entendre. Et d'espérer que la lutte que nous avons commencé par mener depuis va pouvoir porter ses fruits, c'est-à-dire que faire en sorte qu'un parti politique prenne le pouvoir dans ce pays. Depuis 1990, nous n'avons pas eu l'opportunité d'accompagner un parti politique avec une vision politique, un programme d'action politique incarné par un homme à la tête du pays. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'avec ce cadre, nous pouvons alors être certainement sûrs que demain, 2026, nous serons au pouvoir avec un parti politique. Qui va vraiment montrer sa vision, exposer sa vision, conquérir et gouverner et poursuivre ce que nous avons entamé dans le cadre de la réforme du pays. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, on parle bien entendu d'élections. On ne peut pas aller à une élection politique sans, bien entendu, un calendrier électoral clairement défini. Donc, ce calendrier est connu. La commission donc chargée, l'institution chargée donc d'organiser le scrutin a rendu public le calendrier que vous connaissez. Alors, je me pose la question, au sein du parti UPR, le renouveau, est-ce la frayeur ou la sérénité après la publication? C'est la sérénité, d'autant plus que nous sommes dans la logique de la légalité républicaine. Il n'y a pas de frayeur. Donc, et nous rassurons même les populations pour dire qu'il n'y a aucun problème. Parce que chacun connaît déjà par quelle procédure on peut aller au vote. Et les lois sont claires, le code a été voté très tôt et chacun est en train de maintenir sa position par rapport à ce code en allant vers les populations et expliquer ce qui est important pour les populations dans ce code. Donc, nous avons la sérénité, d'autant plus qu'aujourd'hui, les populations sont prises en compte dans ce code. Si vous n'allez pas vers les populations, allez leur expliquer votre programme, votre vision des choses par rapport aux problèmes que ces populations vivent, vous n'aurez pas la capacité de remplir les conditions exigées par le code. Et l'une des conditions importantes, c'est les 10%. D'abord sur le plan national, cela est maintenu pour tout parti politique. Et ça ne vous fait pas peur? Pas du tout, d'autant plus que nous avons rempli ces conditions récemment. Donc ce n'est pas un problème. Les choses peuvent changer, non? Les choses peuvent changer, c'est tout à fait normal, mais nous sommes en compétition. Il faut toujours se battre et se maintenir. Nous sommes le premier parti politique aujourd'hui au Parlement, mais il faut se battre pour se maintenir. Ce n'est pas le fait d'y être qui constitue le fort, c'est le fait de se maintenir et de continuer à progresser qui constitue aujourd'hui le défi de UP le renouveau. Donc je vous dis, nous rassurons les populations que ceux qui les paniquent n'ont aucune raison de remporter ce n'est pas que les 10%, il y a plus lourd. Je dis, il y a 10%. D'abord, ça, il faut que les populations comprennent les 10%. Donc, si vous n'avez pas 10%, vous n'êtes pas présélectionné pour pouvoir vous asseoir et discuter autour de la table de la répartition des sièges. Donc, mais les 10% concernent les élections et communales. Dès que vous avez 10%, vous pouvez déjà participer à la répartition des sièges au niveau des communes. Ça, c'est clair. Mais au niveau maintenant du Parlement, c'est-à-dire des élections législatives, il faut que vous arriviez à faire un peu plus. Aller remplir les conditions qui sont encore un peu plus corsées, c'est-à-dire 20%
par circonscription électorale. 20% du suffrage exprimé. C'est 20% du suffrage exprimé. Et non 20% des inscrits. Les gens ne font pas la différence. Donc, il faut sortir pour voter. Il faut sortir pour voter. Donc, si 3 personnes ont voté, on va calculer le pourcentage des résultats par rapport aux 3 là, qui a 20% dedans. Il faut que les populations comprennent, parce qu'on leur dit du n'importe quoi. Les gens pensent qu'en réalité, que c'est par rapport au nombre d'inscrits. Non, c'est 20% du suffrage exprimé. Donc, et ceci dans le cadre de la réalisation d'un objectif. Les critères ne sont pas fixés sans qu'on ne fixe l'objectif. Et quand vous restez dans le cadre seulement des critères, vous n'allez pas comprendre. C'est pour éviter les partis régionaux. Pour éviter les partis régionaux. Il faut couvrir le territoire. Il faut couvrir le territoire. Et notre histoire nous enseigne sur ça. De 60 à 72, nous avons vu dans ce pays le parti d'Akwiti, d'Aromandegbe, de Manga et autres. Et tu ne peux pas aller voter dans la zone septentrionale si tu es un parti qui a son fief dans la zone méridionale. C'est-à-dire, si tu es du sud, tu ne peux pas aller voter dans la zone du nord, parce qu'au nord, c'était le parti de Manga. Donc, et c'est cela qui a été rejeté et banni par la révolution de 72. Parce que ça nous a amené dans des affrontements ethniques, des affrontements régionaux, etc. Donc, des affrontements régionaux, etc. Donc, nous avons compris qu'il faut quitter cette étape. Parce que en maintenant les 10%, nous pouvons avoir ces partis-là. Vous pouvez rester carrément à l'ouest et réaliser les 10%. Vous pouvez rester au nord et réaliser les 10% et partager les sièges partout. Or, il faut aller vers la constitution des partis nationaux. C'est ça l'objectif qui a été fixé. Donc, tous ceux qui attaquent la loi, ils n'ont qu'à d'abord faire le débat sur l'objectif. Donc, l'objectif étant d'avoir les partis nationaux, donc, vous êtes tenu d'avoir 20% par circonscription électorale. Donc, vous faites l'effort d'aller convaincre chaque circonscription sur votre vision et sur le programme d'action issu de cette vision qui cadre avec les problèmes que vivent les populations dans cette circonscription-là. Donc, de manière à ce que le développement soit harmonieux. Vous ne pouvez pas venir au pouvoir et concentrer les efforts seulement dans une zone. Parce que si on vous avait seulement voté dans une seule zone, vous irez seulement dans cette seule zone. Mais aujourd'hui, vous êtes tenu de répartir les ressources partout parce que vous avez promis et vous avez connu, vous avez affronté les problèmes de chaque zone et vous avez proposé des solutions. Donc, c'est ça l'effort qui doit être fait. Donc, face à ça, nous n'avons aucun problème. D'autant plus que nous n'avons pas peur parce que la loi dit encore... Et si vous ratez dans une circonscription les 20%, ça veut dire que vous n'aurez pas de député à l'Assemblée nationale. Très bien, il y a les gens comme vous qui posent le problème autrement. J'ai écouté quelqu'un, il s'est dit, je ne sais pas, parce que tout le monde se fait passer pour docteur maintenant. Donc, c'est pas certains docteurs, quelque part. Donc, il dit... S'ils sont docteurs, c'est qu'ils sont docteurs. Oh, je vous en prie. En tout cas. Depuis l'avènement du docteur Thomas Boni, il y a eu tout le monde est docteur dans le pays. Donc, ce que je veux vous dire est ceci. Il vient, il dit, non, que cette loi est que si on va, c'est comme si on va à un examen et qu'on a 20 partout et que dans une zone, l'étudiant, l'élève a 20, et que dans une matière, que l'étudiant a 9, que l'étudiant n'aura pas son diplôme. Mais vois-moi ce docteur. Est-ce que c'est le même contexte et le même objectif? Aller à un examen, c'est une moyenne. Un objectif a été déjà fixé avant d'aller à un examen. Ou bien, c'est ça. C'est un examen. Et on dit, vous aurez 10 partout. Alors, vous pouvez être admis à cet examen. C'est l'objectif qui a été fixé. On dit même au cours d'autres examens, on dit non, que vous devez avoir 12. Donc, c'est les objectifs qu'on fixe. Le débat, c'est par rapport aux objectifs. Cher docteur, ici, l'objectif, c'est de réaliser des grands ensembles. Les grands ensembles, on dit, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas présent dans toutes les circonscriptions. Vous avez déjà eu 10% sur le plan national. On vous dit, faites l'effort d'aller à 20%. Et je l'ai démontré la fois dernière pour dire que
cet effort de 20% n'est pas un hasard et que de 20% là n'est pas un hasard. Parce que quand vous allez vers le management et le principe même managérial et le principe de l'efficacité dans la gestion d'une société, il y a Pareto qui nous enseigne que après toutes les études, l'homme, naturellement, ne déploie que 20% de ses actions pour réaliser 80% des objectifs qu'il s'est fixés. D'accord. Donc, vous demandez à tous les partis politiques de faire l'effort. Non, vous suivez bien. Oui. Déjà, vous qui êtes là, moi-même, je n'arrive en moyenne et en fournissant tous les efforts qu'on peut fournir, c'est que nous arrivons seulement à nous concentrer sur 20% d'actions pour réaliser 80% de nos objectifs. Nous n'allons pas à 30%, nous n'allons pas à 40%, donc nous gaspillons près de 80% d'activité. Donc l'homme se concentre très peu sur les objectifs. Donc si vous n'êtes pas contraignant envers lui, il passe tout le temps vers les 80% de gaspillage et il ne s'occupe pas des objectifs fixés. Et c'est ce qui se passe dans le Parlement actuel. Ce qui se passe dans les gouvernements partout. Si vous voyez une société qui n'évolue pas, c'est que vous avez les hommes qui se battent sur ce que le président appelait la chamaille inutile. Donc, et là, ils n'arrivent pas à s'occuper des 80% d'objectifs qui se sont fixés. Ici, on dit ceci, vous allez vers les populations. Et que ces populations aussi doivent faire l'effort. Parce que ces populations, on les oblige aussi d'être dans la dynamique du management. Donc, on leur dit, elles-mêmes doivent se battre et vous écouter de manière à vous donner 20% pour vous dire maintenant que vous êtes capable d'utiliser 20% de vos capacités pour vous occuper des 80% des besoins que j'exprime. C'est essentiel. Et dès que nous allons réussir ça, imaginez que nous ayons un personnel politique au Parlement où simplement 30% d'eux prennent 20% du temps qu'ils consacrent à la résolution des problèmes au Parlement. Vous allez voir que le pays va démarrer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Donc, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas un risque de fabrication des chiffres après le scrutin pour que nous ne tombions pas dans le Wahala? Comment? Le Wahala? Oui. Parce que le Wahala, c'est de se retrouver dans une situation où tous les partis n'ont pas 20%, où on se dit, mais comment on partage les sièges au Parlement? Écoutez, il y aura toujours les partis qui auront 20%. Faites l'étude. Avec l'accord de gouvernance, c'est ça? Faites la probabilité. La probabilité d'avoir 20% n'est jamais nulle sur un parti. Je vais demander à tout mathématicien que nous nous mettons ensemble pour mettre en place la probabilité. Pour dire, mais est-ce qu'il y a une probabilité zéro pour que ça dit que personne n'est 20%. D'accord. C'est faux. Il y a la soupape. Donc, ce qui est sûr, les accords de gouvernance. L'accord de gouvernance, c'est signé déjà au niveau de l'UP. L'accord de gouvernance, c'est même un génie béninois. Vous avez suivi les élections en France. Vous avez signé. Attends, vous avez suivi les élections en France récemment. Face à Marine Le Pen. Les autres partis ont signé l'accord de gouvernance en pleine campagne. Vous avez vu? Et Marine Le Pen a dénoncé cela. Mais chez nous, on a dit qu'il faut signer l'accord de gouvernance bien avant le dépôt des listes. D'accord. Vous signez l'accord de gouvernance et vous devez être du même bord politique. Donc, vous n'irez pas mentir aux populations. On a donné de la valeur aux populations. C'est-à-dire que vous vous entendez, vous avez un accord de gouvernance, ou bien vous avez un accord de législature que vous respectez, et cet accord vous permet d'avoir un programme uni. Et ce programme, vous présentez aux populations. Et ça fait que vous n'êtes pas en alliance. Vous avez un accord. Donc, là où vous n'avez pas pu atteindre... Pour la gestion du pays. Là où vous n'avez pas pu atteindre les 20%, on va mettre ensemble, additionner, c'est-à-dire vos voix dans cette circonscription, et voir si vous avez 20%. Et là, on vous rachète. Les deux listes
ça ne veut pas dire que dans la circonscription là, que vous aurez obligatoirement des députés. On peut vous additionner que vous avez 21%, vous êtes éligible. Vous êtes candidat. Vous êtes éligible à la répartition des postes. À la répartition des postes, et qu'un autre parti gagne toute la majorité. Et que vous n'ayez pas de siège dans cette circonscription. Donc, tout est calculé et ce qui est intéressant ici, c'est le respect des populations. Donc, les populations savent que tel groupe et tel groupe se sont mis ensemble. Vous allez signer avec quel parti? Nous avons les partis de la mouvance présidentielle. Il y a 4 partis de la mouvance présidentielle. Vous allez mettre tout ça ensemble? Tout dépend de la stratégie. De quoi faire peur aux autres? Pas du tout, non? Pas du tout. Eux, ils ont peur d'autres choses. Quand vous avez un véhicule, vous devez avoir des pneus secours. Ou bien? Vous avez 4. Vous avez 4. Vous savez combien eux, ils ont? Je ne sais pas. Vous m'avez parlé de 4 partis. Il faut aller lire et chercher les partis. C'est sûr, on va les inviter également sur ce plateau. Les partis de l'opposition au ministère de l'Intérieur. Ils sont plus nombreux que 4. Donc, eux, ils ont assez de pneus secours. Mais qu'est-ce qui se passe à leur niveau? C'est eux-mêmes qui déclarent que les pneus qui sont avec eux là sont même meilleurs que les pneus secours. Donc, c'est eux-mêmes qui disent que en allant aux élections, que en réalité, que de notre côté, c'est 10%, 10%. Je ne sais pas là où, puisqu'ils sont tous des docteurs là-bas, je ne sais pas là où ils ont pu trouver ce chiffre. Vous avez sérieusement le problème avec les docteurs? Non, ils sont tous docteurs. Enfin, vous allez les éviter. Donc, et ensuite, ils disent que les 20% sont seulement... non, eux, ils ont 20% et que nous avons 10%, 10%. Or, si on prend les 4 partis, si je suis leur théorie, ils devaient diviser par 4 pour dire qu'on a eu tel. Bon, c'est faux, on n'a jamais eu ça. Chacun compte sur les possibilités d'accord que nous pouvons réaliser. Eux, ils disent que déjà avant le combat, que ceux qui peuvent faire signer les accords avec eux, qui sont dans un cadre là, dans un cadre de l'opposition là, ils disent que les types ne valent rien. C'est eux-mêmes qui ont déclaré que ces types-là ne valent rien du tout. C'est-à-dire, ceux qui sont de l'opposition. De l'opposition, ils sont ensemble. Et ils disent qu'eux, ils ne peuvent pas avoir les 20%. Et même si le cadre-là n'est pas bien indiqué pour faire la somme des possibilités au niveau de chaque circonscription pour réaliser les 20%. Et que ceux qui sont avec eux là, donc tacitement, ne peuvent pas réaliser 10%. Donc, ils se disent que ceux-là ne peuvent pas. Donc, on peut dire que ce sont les querelles politiques pour l'instant qui se retrouvent certainement pour faire quelque chose. Vous avez un cadre politique et vous avez des partis politiques dedans et qui sont légalement reconnus. Et on a dit que si vous êtes du même bord, vous pouvez avoir des accords. Et vous êtes sûr que ceux-là peuvent faire les 10%. Vous n'allez pas faire d'une revendication la question de 20%. On va les laisser réfléchir à leur niveau pour proposer leur formule. Ils n'ont rien à voir de façon logique dans le débat actuel si ce n'est pas des complotistes. Ils sont simplement des complotistes et ils sont des réactionnaires. Ils veulent juste. Ils ne sont pas sur ce plateau pour vous répondre. Non, ils n'ont qu'à venir, amenez-les, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, amenez-les à tout moment. À tout moment. Donc, ils sont des réactionnaires. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je veux savoir. Ils veulent se victimiser, montrer que nous sommes des victimes. Maintenant, votez pour nous, parce que nous sommes des victimes. Non, nous ne sommes pas dans ce cas. C'est pourquoi nous rassurons tout le monde. Et eux, ils disent qu'une loi votée dans le pays, promulguée, où ils ont été porter des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a tranché. Ils disent que si cette loi est appliquée, qu'il y aura instabilité, qu'il y aura problème. Vous leur demandez de garder le calme. De garder leur calme, d'aller sur le terrain, et vous allez voir, nous allons effectivement voter. Les meilleurs vont gagner et nous allons enfin avoir une belle clarification de notre classe politique nationale. Monsieur Irénée Agossa, dites-nous, vous allez signer l'accord de gouvernance quand? Entre les 4 partis de l'opposition, de la mouvance plutôt. Je vous dis, c'est une stratégie interne et ne me dites pas que c'est ici que nous allons vous donner notre calendrier politique. Ça va venir. Ça va venir. Merci beaucoup à vous. Et ce n'est pas nécessairement les 4 partis qui vont se mettre ensemble et signer des accords. On peut avoir deux, c'est ça? Toute la stratégie serait mise en place par rapport aux dispositions de l'adversaire sur le terrain. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez lu comme nous
les élections législatives de 2026, élections législatives couplées avec les communales surtout, oui. Donc sera organisée le 11 janvier 2026, oui. Juste au lendemain des Vodun Days. C'est pas au lendemain. Enfin, le Vodun Days, c'est le deuxième vendredi du mois de janvier. D'accord. Quand j'ai consulté, le deuxième vendredi du mois de janvier, c'est le 9. D'accord. Donc, c'est pas le 10. Donc, il n'y a plus une fixation sur le 10. C'est le deuxième vendredi du mois et le jeudi est férié. Nous, on appelle ça au lendemain. Non, oui. On fait la fête de Vodun et on va aux urnes. Donc, l'avantage ici est que les 2 derniers jours de la campagne, les Béninois seront libres. OK. Les 2 derniers jours de la campagne, le jeudi et le vendredi, il n'y aura pas de fonctionnaires pour aller au boulot, etc. Donc, les Béninois vont se consacrer à écouter au niveau de chaque circonscription les programmes des candidats. Donc, et chacun pourra décider... Les adeptes là auront du temps pour vous écouter? Mais pourquoi ils n'auront pas de temps? Ils seront vraiment ancrés dans leur célébration. La campagne a commencé depuis 2 semaines. La campagne a commencé depuis 2 semaines. Oui, mais ils seront en train de préparer les Vodun Days. Et la campagne a commencé depuis 2 semaines, mon cher. Donc, ce n'est pas le jour-là qu'ils vont décider. Et la campagne va se dérouler tout le temps. Donc, nous sommes en train d'expliquer déjà sur le terrain la position de chacun. Donc, la campagne a commencé. Les adeptes de Vodun vont faire leur fête le vendredi. Certainement, eux, ils vont prendre leur pause pour le samedi. Le dimanche, tout le monde ira voter. D'accord. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas trop de soucis, là. D'accord. Et là, c'est gérable. Et ça serait un temps assez propice, parce que depuis le jeudi, il y aura déjà un break en ce qui concerne les activités dans le pays. Donc, on va se consacrer à 2 activités. Il s'agit du vote et il s'agit du fait et on va bénéficier aussi de la valorisation de notre culture. Vous comptez aussi sur les prières, j'espère bien. Les prières, c'est pour le peuple, c'est pour valoriser notre culture, c'est pour valoriser le potentiel culturel que nous avons, etc. Ça, c'est un autre aspect. Mais nous pensons que cette période où nos aïeux, nos ancêtres, tous seront derrière nous, ça sera une période calme, une période bénie pour permettre à ce que tout se passe dans de très bonnes conditions. Et vous savez que le mois de janvier a été choisi par rapport à la programmation climatique. Nous ne pouvons pas choisir un mois de juillet. Nous ne sommes pas choisir un mois de mai, où la possibilité de pluie est là et que les autres peuvent être au champ, d'autres peuvent être dans une autre activité. Ici, c'est le moment où, dans nos campagnes, les travaux champêtres sont arrêtés et qu'on se consacrait même dans l'histoire aux activités ancestrales. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a bouleversé l'ordre. Ça se passait depuis. On a tenu compte de tout ça avant de choisir cette période-là. D'accord. Alors, le choix des candidats aux 3 scrutins. On a les communales, on a les législatives, après on a la présidentielle. Est-ce que ça vous occupe déjà? Mais ça occupe tout le monde déjà. Ça occupe tout le monde. Oui, parce que si vous n'avez pas de structure de base, vous ne pouvez pas respecter. Vous devez avoir les structures de base vous-même d'abord. Parce que si les candidats seront choisis, c'est par les militants. Nous avons fini avec le fait que le parti soit la propriété privée d'un individu. Donc une entreprise politique avec un entrepreneur politique, c'est fini ça. Donc, il faut absolument avoir les structures. Et vous suivez UP Le Renouveau, nous avons installé nos structures depuis. Et nous avons animé les structures, nous les avons formées. Nous sommes à la dernière étape maintenant. L'animation des structures de base, c'est-à-dire des cellules. Ça a été lancé cette semaine. À Dogbo, dans la 8e circonscription ici, etc. par la haute direction politique du parti. Donc, il y a une programmation. Cela permettra de remonter l'information jusqu'au sommet. Donc, le militant le plus actif dans son domaine de compétences serait repéré au niveau des cellules, au niveau des sections, des sous-sections, etc. Et ceux-là vont pouvoir être désignés à représenter le parti à chaque niveau de décision de la nation. Donc, si c'est au niveau de l'arrondissement, donc les sous-sessions et les sessions nous seront très utiles. Donc, et là, nous pourrons désigner nos candidats à ces niveaux-là. Au niveau du Parlement, donc
les circonscriptions électorales qui sont constituées des communes. Donc les sections de ces communes vont pouvoir mettre en place le dispositif du parti pour repérer les candidats capables de nous représenter au sein de la circonscription pour qu'on gagne et capables d'incarner les problèmes que vivent les populations à ce niveau et avoir la possibilité de les défendre au Parlement et les intégrer dans le programme d'action du gouvernement et faire en sorte que les problèmes soient résolus. Donc, nous sommes dans une démarche cartésienne et bien structurée qui prend en compte les populations, c'est-à-dire nos militants d'abord et les populations qui ont posé leurs problèmes. Donc, il n'y a aucun problème ne se pose. Et si vous n'avez pas ces structures, vous ne pouvez pas désigner le nombre de candidats dans tous les arrondissements du Bénin avec le suppléant. Ça, et c'est évident. Est-ce que les gens se manifestent déjà? Oh là là, les gens se manifestent. Les gens se manifestent. Ils vont payer combien? Ils vont payer quoi? Le parti, aujourd'hui, a déjà les cotisations. Non seulement les cotisations, il y a les subventions de l'État. Et il y a les apports de ceux qui sont élus par le parti. Ah d'accord. Oui, ceux qui sont élus contribuent. Absolument. Ils donnent de l'argent. Absolument. Vous n'avez pas passé un concours, non? Vous n'êtes pas. C'est le parti qui vous a envoyé au Parlement. En tant que maire, en tant que conseiller, en tant que député, c'est le parti qui vous a envoyé. Ce n'est pas vous-même, c'est fini cette histoire. Il paye combien? Non, cela ne revient pas à ce que nous en parlons ici, mais le principe est retenu. Partout dans le monde, il faut contribuer. Il faut contribuer, d'autant plus que c'est cela qui va permettre l'animation de la vie politique et vous permettre, vous, éventuellement, de revenir au Parlement ou bien de redevenir maire ou conseiller communaux. Donc, et ça permet d'aller informer les populations sur la vision du parti politique. Donc, l'animation est là. Nous ne pouvons pas compter seulement sur les subventions de l'État. Donc, il y a ça. Il y a aussi les cotisations des militants. C'est inscrit. Donc, chaque militant doit cotiser. Il y a la bonne volonté maintenant des personnalités qui peuvent apporter ce qu'ils veulent au niveau du bon fonctionnement du parti. Donc, cela est structuré. Et je crois que ça serait de même au sein de tous les autres partis, qu'ils soient de l'opposition, etc. Parce que les subventions ne permettent pas seulement de régler tous les problèmes. Et ça permet juste d'apporter un appoint. Et si vous voulez aller plus loin, vous devez faire en sorte que les cotisations... Il faut mobiliser les ressources. Du coup, quand vous êtes candidat, c'est le parti qui s'occupe du dépôt des dossiers. Et des formalités. D'accord. Parce que vous avez déjà rempli votre devoir et vous attendez à ce que le parti joue son rôle parce que vous serez représentant du parti. Ce n'est plus comme un temps où c'est un individu qui débloque les sous, ou bien c'est vous-même qui venez débloquer les sous, et après vous commencez par dire, écoutez, il faut que ma société que j'ai là, et trouver moi une place ici, je dois prendre un marché ici, etc. Moi j'ai contrôlé les projets au palais, j'ai vu combien de classes non achevées, c'est-à-dire au niveau des écoles, des salles de classe non achevées, des routes inachevées, etc. Et quand tu interpelles les sociétés, entrepreneurs, en fait, qui est en dessous, c'est un député, c'est un maire, etc. Tu lui parles, il dit qu'il a fait la campagne avec. Donc, et nous ne pouvons plus continuer. Ça, c'est terminé. Donc, il faut maintenant que les partis jouent effectivement leur partition dans le système démocratique du pays. Alors vous, Irénée Josias Agossa, vous êtes candidat à quel niveau? Communal, législatif ou bien à la présidentielle? C'est pas moi qui décide, c'est le parti qui décide désormais. Compte tenu de mes compétences, le parti dira à quel niveau, lui, il peut nous représenter et nous permettre d'abord de gagner et deuxièmement, de faire valoir la vision du parti. Et qu'est-ce que vous avez à faire dans cette période-là? C'est plier? Non, non. Parce que vous vous remettez entièrement entre les mains du parti? Absolument. Ça, c'est la discipline partisane. Donc, si Maître Joseph Djokbenou décide que vous serez candidat... Il n'y a pas que lui. Oui. C'est une structure qui décide. Donc, il n'y a pas que lui. Il est le président du parti, c'est vrai. C'est important à savoir. Comment on peut les cotiser? Tu ne peux que te battre, te manifester. Ah, d'accord. Et comme je le fais ici. Oui. Donc, et celui qui est militant à la base, il le fait. Ainsi de suite, chacun avec ses compétences. Donc, chacun se bat pour être plus
remarqué et remarquable dans ses compétences au sein du parti. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas une église hein, où vous venez, et quand vous venez à la messe, on vous nettoie le banc et on vous dit de vous asseoir. Ce n'est pas ça un parti politique. Un parti politique, c'est les jeux de coude, hein, les jeux d'épaule. Donc, si vous êtes compétent dans un domaine, sachez que quelqu'un aussi est compétent et vous allez vous battre. Et c'est le meilleur que le parti va choisir. Et en restant dans le cadre du parti. Et c'est ça ce qui est important ici. Mais vous, donc, votre cœur bat pourquoi? Pour aller au Parlement ou bien pour... La seule chose que je dois faire aujourd'hui, c'est de me battre pour être compétent dans le domaine qu'on m'a confié. C'est la seule chose. Donc, si je suis le meilleur, le parti, si je suis le meilleur et que le parti trouve que en réalité il ne peut pas être au Parlement, il faut qu'il soit porte-parole du gouvernement que nous allons former, etc., etc. C'est le parti qui gère. Et dès que le parti décide, je me plie à la décision du parti. C'est aussi ça la réforme d'aujourd'hui. C'est aussi ça la réforme d'aujourd'hui. Si je ne peux pas me plier, je quitte le parti. Voilà. Je quitte entièrement le parti. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que moi, je me bats personnellement. Je dis personnellement pour que une loi complémentaire soit votée au niveau du Parlement, à tel enseigne que si vous démissionnez d'un parti, c'est-à-dire de votre parti pour aller à un autre parti, vous perdez le poste. Vous perdez votre siège. D'accord. Et votre suppléant prend. D'accord. Parce que vous n'avez pas été élu en tant qu'individu. Nous ne sommes pas dans un scrutin uninominal. Vous allez rester là constipé alors que vous savez très bien que... Vous pouvez faire le choix. Vous pouvez faire le choix, c'est aussi simple. De quitter. De quitter. Et vous donnez rendez-vous au prochain scrutin. Pour dire, je ne suis pas d'accord, mais nous donnons rendez-vous au prochain scrutin. Parce que ce n'est pas un scrutin uninominal. C'est un scrutin de liste. Vous êtes élu sur la base de la liste présentée par le parti. C'est le logo qui vous a élu. Ça, c'est ça au niveau des élections législatives et communales. Donc, j'en fais une lutte pour que on finisse avec tel conseiller a quitté tel parti pour autre, et tel a quitté tel, etc. Non. Il faut que ça cesse, qu'il y ait une stabilité. Mais cela n'empêche pas l'individu de quitter. Parce que ce qui est anormal ici, il quitte avec le siège du parti. Non. Dès que tu démissionnes du parti, tu perds le siège du parti. D'accord. Merci. Alors, il y aura donc à mobiliser les militants dans les jours, les semaines à venir. Vous allez leur dire quoi? Quel sera le message? Le message est clair. Nous sommes progressistes et que nous sommes progressistes talonistes. C'est clair. Ça veut dire quoi? Nous sommes progressistes talonistes, c'est-à-dire que nous sommes progressistes déjà réformistes, parce que progressiste, c'est un réformiste, et qui a l'avantage de penser que l'évolution au niveau des conditions humaines dépend des réformes. Il dit qu'on ne peut pas améliorer les conditions humaines sans les réformes. Et ces réformes sont fondées sur la valeur du travail, la création de la richesse, l'état de droit et la justice. C'est clair. Donc, nous avons déjà ces normes et ces valeurs que nous défendons. Nous allons les proposer, que nous sommes en train déjà de proposer, et nous allons développer notre programme d'action. Notre programme d'action va dans le sens de ce qui est fait déjà, pour que nous l'améliorons, et ce qui n'est pas encore fait, pour que nous puissions innover. Vous parlez là des actions du président Patrice Talon, c'est ça. Mais lui ne sera plus candidat. Hein. Non, nous ne pensons pas à lui. Nous pensons à ce qui a été fait. Et qui a été bien fait, nous l'améliorons. Ce qui n'a pas été du tout fait et qui reste à faire, nous innovons et nous proposons. Ce qui a été fait, qui n'a pas été apprécié par les populations, nous les rectifions. Donc, le grand chantier qui reste aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, c'est la question de l'énergie pour que nous puissions renforcer notre industrialisation. La question de l'énergie. Deuxièmement, il va falloir mettre tout en place pour que le défi de la sécurité soit relevé sur le plan national. C'est ça. Et là, nous allons en parler. Vous parlez des attaques terroristes. Partout. C'est pas seulement dans le nord, il faut tout prévoir. Ça peut se faire partout. Même à l'intérieur du pays. Toutes les décisions, toutes les dispositions pour que cela soit réglé. Dernier point, c'est la question du pouvoir d'achat.
la question du pouvoir d'achat. La vie coûte cher. La vie coûte cher. On ne mange pas 3 fois par jour. Oh, certains, bien sûr. Certains, bien sûr. Et nous tenons compte déjà, le pouvoir en place tient compte déjà des plus défavorisés. D'accord. Les couches les plus défavorisées au niveau des écoles, en mettant en place un système de cantine et en tenant compte, bien sûr, de la santé pour prévoir les enfants dans 10 ans, 15 ans et en prenant en charge l'enfant dès qu'il est né, ces 3 premières années. Et les études ont prévu qu'on prouvait aujourd'hui que les centenaires ne sont pas ceux qui ont été soignés à partir de 40 ans. Non. Les centenaires, c'est ceux qu'on a suivis. De 0 à 5 ans, il faut bien les nourrir et les mettre au point. Et c'est ça la société de demain. Et nous allons poursuivre ça, nous. Nous allons poursuivre cela. Donc, ce qui fait que le pouvoir d'achat va augmenter. Nous allons mettre un accent sur le potentiel de l'Est, c'est-à-dire le Nigeria, et nous allons renforcer l'activité au port et permettre aux petits porteurs de continuer à mener une activité dense dans le pays. Nous allons mettre l'accent sur les marchés, les échanges aujourd'hui qui se passent au niveau des marchés, en impliquant désormais la possibilité des crédits au niveau des banques. Parce que nous avons sécurisé les biens au niveau des marchés. Vous avez les marchés modernes sont sécurisés, les biens sont sécurisés aujourd'hui. Donc on peut introduire les banques dans ce domaine en apportant la garantie d'État et accélérer le processus à ce niveau. Donc, tout ça, c'est dans notre programme. Et enfin, nous allons rassurer au niveau de la formation. La formation ne peut pas être ce qu'elle est là. Nous allons continuer à améliorer la formation de manière à ce qu'il y ait une adéquation entre ce qui est proposé comme emploi et la formation que les jeunes ont reçue. On va recevoir les auditeurs pour poursuivre cette émission. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, on va ouvrir le standard pour les uns et les autres. 01 40 11 17 18 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Voilà. On va prendre le tout premier intervenant que nous allons recevoir à présent. Bonjour. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Idrissou Liamidi Koumaya. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour Monsieur Agossa. Bonjour Monsieur Koumaya. Moi... Votre radio est allumée, je vous prie d'éteindre votre radio s'il vous plaît. Moi d'entrée de jeu. Oui. Ça va maintenant? Oui, ça va, on vous écoute. Merci. Les fondamentaux du peuple pour le développement et le bonheur se cultivent à travers 3 choses. 3 consciences. 1. Conscience identitaire. Qui sommes-nous? Qui est Monsieur Agossa? Il doit se présenter correctement au peuple d'abord. 2. La conscience de nos ambitions. De quoi avons-nous besoin pour notre développement et le bonheur de notre peuple, parce que le peuple souffre. 3. La conscience de nos atouts. Quels sont les moyens dont nous disposons pour atteindre nos ambitions politiques, parce que ça ne va pas en politique au Bénin. Nous aimons tricher. Nous aimons tailler les lois sur mesure. Ça ne va pas. Et ce n'est pas normal. 3. La conscience de nos atouts. J'ai déjà dit ça. Oui, vous avez parlé de identitaire, et ambition et atout. Et atout. Bon. Et sinon, non, je dis, sont-ils suffisants pour la cause? Sinon, comment posez maintenant la question, s'il vous plaît. Oui. Alors, posez la question maintenant. Comment trouver le complément de tout ce que vous êtes en train de développer sur la radio? Est-ce que tout ça est possible
possible pour avoir une porte de sortie pendant et après les élections. D'accord. Pour avoir la paix. Je vous D'accord. remercie. Merci beaucoup. Merci. Prochain. Merci à vous, Liamedi Koumayon. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault et son l'invité du jour, M. René Agossa. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Monsieur René Agossa, soyez remerciés, vous avez 20 sur 20 pour vos explications sur le plateau. Je connais tous les combats que vous avez menés dans ce pays-là, mais à un moment donné, il faut changer des fusils d'épaule et soutenir la gouvernance de son excellent Patrice Talon. Vous connaissez bien que la plupart de ces hommes politiques ont tourné ce pays-là en rond pendant plusieurs années. Et il faut un jour, quelqu'un pour mettre fin à ça, même si les gens appellent la dictature du développement. Moi, je dis que c'est une bonne chose pour notre pays. Il faut qu'on arrive un jour à mettre fin à cette pagaille que nous avons observée dans le passé. Et toutes vos explications sur le code électoral, soyez remerciés. À ceux qui veulent comprendre, vont comprendre. Ceux qui vont souffrir, se retrouver à la réanimation en 2026, ils n'ont qu'à préparer leur soupe pour aller chercher des sérums. Donc voilà la situation aujourd'hui. Tous les réformes engagées là, il fallait ça depuis des années. Et notre excellent Patrice Talon a mis les racines de baobab dans les familles pour foncer droit. Et mener le pays jusqu'à ce niveau-là. Et qu'il soit remercié, que Dieu le protège. D'accord. Le reste là, c'est les petites politiques là. Mais c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui ne savent pas d'où nous venons, où nous allons. Et c'est dommage. Ils sont en train de les communications bidons que nous constatons là, sur les réseaux sociaux pour les plonger dans le noir. Qui se réveillent et applaudissent ce qui est fait aujourd'hui pour préserver l'avenir meilleur pour eux, pour demain. D'accord. Sinon, les dinosaures là, ils sont affamés depuis 9 ans et ils ne rêvent que de reprendre pour encore dévaliser tout le pays et mettre le pays à genoux. D'accord, on a compris. Merci. Merci. Nous poursuivons avec un autre qui va appeler donc sur le plateau. On a déjà eu 2 intervenants sur cette émission. Le standard reste ouvert. Vous pouvez donc... Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour. Oui. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Votre nom? Sébastien Niafassou, en direct de Cotonou, monsieur le 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Monsieur Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Et tout ce que le président Talon fait du bien, nous le voyons, c'est bien et visible. Et nous l'encourageons pour ça. Mais vous, en tant que mouvancier, parce que hier, je sais que vous étiez le challenger du président, son excellent Patrice Talon, pour les élections passées, et vous étiez opposant. Est-ce que tout ce que vous défendiez en ce moment pour aller aux élections, tout est déjà corrigé aujourd'hui? Ma deuxième préoccupation, en tant que mouvancier aujourd'hui, pouvez-vous aider le peuple et aider le président, son excellence Patrice Talon, à parfaire ses actions? Parce que moi, j'ai vu que ces efforts au niveau de la tête de l'SBE, en amenant les expatriés, n'ont pas donné grand effort, n'ont pas donné beaucoup de résultats. Si je vous dis aujourd'hui, Tabou, si mon oncle attendait pas, depuis 3 ans, 6 mois, on a implanté des poteaux sans raccordement. Est-ce que c'est de l'improvisation au temps de son excellent Patrice Talon? Il n'aime pas ça. Vous allez à Boyko, commissariat et CGD, derrière commissariat Zako, quartier à Sinkame, à Dakar, poteaux électriques implantés sans raccordement depuis des années. Est-ce que ça ressemble au gouvernement de la République? Aidez-nous à trouver ces actions. Pour faire les actions du chef, les diariser au CNSU, pour les gouvernements passés, Kérékou, Yaïboni, ont toujours pris en charge ces dialysés. Mais aujourd'hui, depuis septembre 2018, le gouvernement de la République a suspendu cela. C'était à l'Assemblée, tous les députés pendant confondus ont dit de faire ça, mais rien. Ils ont dit exonération sur les taxes, rien jusqu'à ce jour. C'est en tant que mouvancier, aidez-nous. Et pour finir ce matin, le code. Est-ce que les 20% dans 54 circonscriptions ne vont pas nous amener à une autre assemblée nationale monocolore? Est-ce qu'une assemblée monocolore est-il bien pour un pays démocratique? Parce qu'un parti qui a 24 dans 23 circonscriptions et dans la 24e,
à 19,50% est échoué. D'accord. Ce parti n'est pas populaire. Au cas où aucun parti n'aura pas les 20%, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, votre nom? Eugène Wagnon. D'accord. Monsieur l'invité, monsieur Akosa, bonjour. Bonjour, monsieur Eugène. Je voudrais d'abord savoir si vous avez des nouvelles de votre partenaire de 2016, celui avec qui vous étiez aux élections. Comment ça se passe? Il est votre parent? 2016 ou bien 2021? 2021, pardon. D'accord. Vous parlez de Corentin Corboui, c'est ça? Il est son parent? Il est votre parent? Il est votre parent? Non, parce que la suite... Il vous doit? Mais non. Bon, allez le chercher. Moi, je ne veux pas de cette question-là. Parlez-moi d'autres questions. Le peuple n'a pas besoin de ça. Si vous avez des problèmes personnels avec lui, allez le chercher. On vous écoute, Eugène Wagnon, sur vos questions. Monsieur le journaliste, oui. Je pense que quand je suis venu, ce n'est pas en guerre, n'est-ce pas? Non, pas du tout, pas du tout. Merci. D'accord. On y va. Allez. Non, je vous explique en fait. D'accord, allez-y. J'ai voulu en fait faire comprendre à ceux-là qui n'auraient pas compris que vous êtes ensemble un moment pour un but et après ne plus être ensemble ou poursuivre en étant ensemble. C'est tout. Ce n'est pas... Moi, je suis de Savalou. Je n'ai rien à voir avec un truc. C'était juste... D'accord. Je pensais avoir on a compris. Une réponse responsable et puis tous les autres qui avaient de mauvaises intentions allaient comprendre. D'accord. Je me fais ridiculiser. Non, pas du tout. C'est pas ça. Votre question maintenant. Merci. Je voudrais, comme nous nous acheminons aux prochaines échéances, je voudrais savoir avec le système mis en place, est-ce que votre invité, d'accord, en constatant à côté de lui une personne qui était au départ bontin, mouvancier, qui vire, d'accord, dans l'opposition, quel serait son conseil qu'il lui aurait donné? Continuer dans le noir ou rester toujours dans la lumière? Ensuite, quelqu'un qui est bontin, opposant et qui vire, d'accord, dans la mouvance, quel conseil il aurait donné? Et tout ceci en résumé, quelle est l'éthique réelle que l'homme devrait avoir, l'homme grand tâche dans la vie? C'est tout. D'accord. Je ne sais pas... Merci beaucoup à vous, Eugène Wagnon. Vous aurez la réponse à vos questions. Quelqu'un d'autre qu'on va prendre? Il est parti, c'est ça? On va l'espérer encore pour quelques... On a encore 1 minute à recevoir donc des questions 01 40 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Si quelqu'un est là, on va le prendre. Sinon, on va commencer à répondre aux questions des intervenants. Quelqu'un est là? Ok, on revient sur ce plateau. Merci à tous ceux qui ont appelé. On va poursuivre cette émission avec vous, Monsieur Irénée Josias Sagossa. Vous pouvez donc commencer à répondre aux questions. D'abord, d'entrée de jeu, je remercie tous les intervenants. Oui. J'ai le regret qu'il n'y a pas de femmes, malgré qu'on leur a donné une ligne claire. Donc, il faut que les femmes se manifestent parce que c'est important pour le développement du pays. Vous faites leur promotion dans l'UP? Absolument. Absolument. Les femmes, c'est pourquoi d'ailleurs j'en ai parlé. Il faut que les femmes se manifestent, malgré la loi. Il faut qu'elles se manifestent. Elles sont les plus nombreuses. Bien que je me transforme en femme. Est-ce qu'elles sont les plus les plus déterminantes en matière de gestion dans le pays? Vous devez constater que quand on arrête les gens, quand on parle de détournement, quand on parle de telle chose, de malversation, très peu de femmes sont citées
par rapport aux hommes. Donc c'est important pour nous. Et c'est clair que les intervenants ont touché plusieurs questions, mais ce qui est important avec M. Koumayon, et c'est clair que tout ce qu'il dit, la convergence de ces consciences dont il parle, c'est au niveau des partis politiques. C'est dans la réforme du système partisan. Donc que ce soit au niveau de ce qu'il appelle la conscience identitaire, c'est au niveau des partis politiques que vous devez manifester cette conscience identitaire et qui ne serait pas communautariste. Parce que quand vous manifestez une conscience identitaire qui est communautariste, vous allez détruire la nation. Nous sommes dans une république, il faut que cela conduise vers la promotion d'une nation en respectant bien sûr les normes de valeur de la république. Donc tout ça, c'est au niveau, bien sûr, des partis politiques. Il a dit qu'on taille les lois sur mesure. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec lui. Donc quand quelqu'un n'est pas d'accord pour une loi, il dit que c'est taillé sur mesure. Non, même au niveau de l'élection du pape, allez-y voir. Quand tu as plus que 90 ans. Vous reconnaissez que les gens ont peur du code. Quand tu as le code électoral, ça fait frémir là. Quand tu as plus que 80 ans, tu ne participes pas à la conclave. Mais tu es cardinal. Donc ça, c'est pour dire quoi? Il n'y a pas de loi exclusive. Il n'y a que des lois sélectives. Dieu même a sélectionné tout. Nous sommes le produit d'une sélection. Ce n'est pas tous les spermatozoïdes qui vont féconder l'œuf. Nous sommes produits d'une sélection. Donc, si vous êtes contre la sélection, vous allez vous sentir exclu dans la société. C'est parce qu'eux, ils sont contre le principe de sélection. Nous avons retenu dans notre pays que celui qui a moins de 40 ans et celui qui a 70 ans, plus de 70 ans, ne peuvent pas gérer convenablement ce pays. On a retenu ça. C'est une sélection. Qui vous a dit que celui qui a moins de 40 ans n'est pas intelligent? Mais nous avons retenu que ça soit ça. Ça, c'est la loi. Maintenant, à un moment donné, si le peuple voit que la manière dont ça a été appliqué, tout ça, ça ne va pas, le peuple peut revenir encore avec d'autres critères par rapport aux objectifs fixés. C'est les objectifs fixés qui constituent toujours le problème. Eux, ils laissent les objectifs et ils disent que la loi est taillée sur mesure. Aucune loi n'est taillée sur mesure. Et d'ailleurs, quand tu fais une loi, quelqu'un va se retrouver toujours pour dire que la loi là est contre lui. Parce que lui ne voulait pas de cette loi. Parce que ses intérêts ne se trouvent pas au niveau de cette loi. Vous pensez que si l'opposition vient au pouvoir, l'opposition va rectifier les lois? Elle ne va pas rectifier, elle va les corser. Comment ça? Vous allez voir. Je vous dis, vous allez voir. Ils vous ont dit ça derrière le rideau? Quand ils ont crié pour dire que la loi contre les grèves, etc., quand ils sont venus au Parlement, vous avez vu, ils ont fait un projet de loi par rapport à ça. Ils avaient dit ça juste pour se faire élire. Non, mais s'ils font ça, ne va pas passer, ils sont en minorité. Ils savent pertinemment que ça a réglé le problème des grèves perlées dans le pays. Ils savent ça. Ils savent que ce n'est pas bien que quelqu'un se lève seulement parce qu'il a reçu quelques sous de quelqu'un. Est-ce que votre stratégie, ce n'est pas une stratégie de contre-campagne pour dire aux populations, même si vous les amenez au pouvoir, ils vont corser les choses? Est-ce que c'est stratégique, ça? De mille manières, c'est un principe clair. Et moi, je l'ai défendu dans ce pays. Vous me reconnaissez, vous devez le savoir. Allez fouiller vos archives. J'ai été quelqu'un qui a défendu depuis toujours la révision de la Constitution. J'ai dit que ce logiciel a fini ses mises à jour. Mais même ceux qui m'ont combattu en son temps, quand ils sont venus au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, c'est la révision de la Constitution. Donc, nous connaissons cette situation aujourd'hui. Nous connaissons. Je peux vous dire simplement que ils ne peuvent pas dire que les lois sont taillées sur mesure. Il faut voir les objectifs. Le débat, je dis à Koumayon, c'est au niveau des objectifs. Si nous voyons que les objectifs peuvent être atteints par une autre méthode, il propose la méthode. Et quand il va proposer cette loi, il verra encore que d'autres vont se lever pour dire qu'elle est taillée sur mesure. Donc, il faut que chacun se soumette à la légalité dans le pays. Donc, ce qui est clair en ce qui concerne la question de M. Nyonhosu, c'est clair. Aujourd'hui, le président Talon a énuméré les points sur lesquels il n'a pas pu mieux agir comme il le veut au moment de son discours sur l'état de la nation. Il a parlé de l'énergie. Et après, il a parlé du pouvoir d'achat. Il a parlé de l'industrialisation qu'il faut continuer. Il a parlé de la question de la sécurité. N'est-ce pas? Bon. Donc, nous allons améliorer ça. Continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Et c'est notre rôle.
Et mieux, ce qu'il dit ici et qui est important, il dit cela ne peut plus être la volonté d'un seul homme. Ça doit être la volonté de tout un peuple. Et le peuple ne peut que se manifester à travers le choix des programmes. C'est aussi simple. Donc, si vous avez un programme cohérent et que le peuple a accepté, le peuple vous soutient dedans. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une volonté d'un homme qui décide et qui propulse. Et qui dit, finissons comme un guide, avec... c'est ça? Oui, finissons avec. Allons-y maintenant avec l'adhésion populaire. Et c'est à travers le système, la réforme du système partisan, la SBE, la question de l'énergie se pose dans notre pays. Et nous sommes en train de proposer déjà les micro-turbines à mettre dans les zones. Au lieu dans les régions. Okay. Au lieu de mettre les turbines, la grosse turbine qui va répartir partout, nous avons le gaz au niveau du Nigeria. Et au niveau de toutes les frontières, puisque nous avons 700 et quelques kilomètres linéaires avec le Nigeria, nous pouvons avoir des bouches de gaz. Au lieu de les mettre centralisées à Maria Gleta, transportées, nous sommes en train d'étudier déjà la possibilité des microturbines. Et pas seulement au niveau du gaz. Nous allons mettre en place les microturbines à vapeur. Parce que nous avons une autre forme d'énergie dans notre pays que les Chinois utilisent déjà. Donc, nous pouvons utiliser ces formes d'énergie qui sont des énergies renouvelables qui vont servir à régler ces problèmes d'énergie au niveau de la consommation locale et ménagère et permettre à ce que nous concentrons les grandes productions d'énergie sur nos zones industrielles. Zones industrielles que nous prévoyons dans 3 autres zones qui seront étudiées avec des différentes formes de professionnalisation. Ça ne serait pas seulement à Glodjigbe. Non. Il y a Semepodi qui est en téléchargement. Il y a la zone de l'Est aussi qui est en téléchargement. Nous devons aller vers la zone septentrionale où tous ceux qui sont au niveau de Basila et autres, nous allons gérer. Tout ça est en train d'être étudié de manière à ce que, si vous voulez de l'emploi, vous êtes compétent dans tel domaine, il faut que vous trouviez ça chez vous. Il faut équilibrer le développement. Aujourd'hui, les stades qui sont construits, ce n'est pas seulement à Cotonou, dans les villes, c'est partout. C'est plus de 20 stades, mini-stades, pour permettre à ce que si vous êtes un jeune et vous voulez vous faire valoir dans tel domaine, allez-y vous exprimer. Nous allons en tout cas, trouver les solutions à ces problèmes à travers les études que nous sommes en train de réaliser maintenant. Donc, et ceci doit se faire dans le cadre d'un dialogue. Oui. Il a parlé d'assemblée monocolore. Donc, non, il n'y aura pas d'assemblée monocolore. Et on leur fait peur pour rien. On le fait. Je lui dis, allez vous battre sur le terrain, il n'y aura pas d'assemblée monocolore. Parce que ceux qui décident de l'assemblée monocolore, ce n'est pas la loi, c'est les populations. C'est les populations. Qu'est-ce que vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Parce que donc si c'est monocolore, on prend. Mais c'est les populations qui désignent. Est-ce que c'est moi? Donc si on désigne uniquement la mouvance, si la population désigne que c'est l'opposition, donc la population dit, je veux qu'il y ait une cohérence unique au Parlement pour ces 5 ans. Nous n'allons pas remettre en cause. Mais je compte sur les Béninois. Je sais que les Béninois ne sont pas de nature à vouloir que tout soit concentré d'un côté. Donc, le peuple va faire son choix. Le peuple va faire son choix. Donc, je dis simplement aux gens, il n'a qu'à dire à l'opposition, je vous en prie, FCBE, là, pourquoi ils disent que c'est Talon qui l'a créé? C'est le mal qu'ils ont. C'est des gens qui se sont mis un virus de je ne sais d'où, qui se créent des problèmes. FCBE existait avant l'arrivée de président Talon. Oui, s'il y a scission et que c'est Paul Humpé qui a la tête, ils disent que FCBE qui est inscrit en tant que parti de l'opposition est une fabrication. Or, FCBE a eu 10% en temps et a des maires, a des élus. Ils laissent ça. Ils disent que c'est Talon. FCBE veut signer avec vous? Non, FCBE ne peut pas signer avec nous en l'état actuel parce que la loi dit que nous devons être du même courant politique. Donc, il doit absolument faire une déclaration. Dire qu'ils sont plus... Donc vous invitez Paul à faire une déclaration pour rejoindre la mouvance? Moi, je dis s'il veut. C'est la décision. Et maintenant, même pourquoi vous ne dites pas que BR peut devenir bien, UP le renouveau peut devenir opposant. Il suffit que nous nous déclarons pour dire que nous sommes opposants, alors nous pouvons faire même une fusion avec FCBE, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas que dans le sens... tout est possible. Tout est possible, mais les conditions ont été posées par la loi. Donc, la question aujourd'hui relative aux dialysés, c'est un temps
Ils n'ont pas compris que le désordre a été installé depuis. Pour réparer, malheureusement, il faut faire des victimes. Il y aura des victimes. Malheureusement, mais si on peut faire l'effort de réduire ça va être bien. Très bien. Oui. C'est l'effort qui doit être fait parce que pour régler définitivement ce problème et qu'il n'y ait pas de gâchis et qu'on ne se retrouve pas en permanence avec des dialysés, donc il faut des réformes. Ces réformes sont en train de prendre du temps, c'est vrai. Oui. C'est vrai, je suis totalement d'accord et je compatis à cette situation. Nous allons tout faire pour qu'en réalité, on accélère les réformes et qu'on ne se retrouve plus en situation où des gens ne soient pas pris en compte. Mais le fait de dire qu'aujourd'hui, il faut exonérer de taxes et les entrants dans ce domaine, c'est important. C'est important. Mais, ça n'a pas encore d'effet sur les malades. D'effet sur les malades, je suis totalement d'accord. Mais il faut l'accélérer maintenant. Et nous allons prendre les dispositions avec les ministres conseillers chargés de ces domaines pour que ça s'accélère. C'est un domaine important parce que en réalité... Mais la mouvance aussi peut protester, non? Parce que quand on parle de dialyse, c'est pas l'opposition, c'est pas les citoyens. Il n'y a pas que les dialysés. Au même moment, nous avons 54 Béninois qui sont morts. Vous voulez voir les sacrifices dans chaque domaine? C'est les urgences aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous devons empêcher ces activités qui, en fait, vont pomper dans l'effort que nous fournissons. D'accord. Avec les 54 Béninois qui meurent sur le terrain. Est-ce que vous pouvez encore dire que la priorité, que c'est dialyse? C'est ça. C'est pourquoi nous demandons à ce que nous renforçons les valeurs de la République pour que la situation soit stabilisée et que le gouvernement ait la tête calme pour régler ces problèmes qui sont des problèmes sociaux importants que nous ne devons pas négliger. Parce qu'un Béninois qui meurt, c'est une perte pour nous. De la même manière, un Béninois qu'on tue sur le terrain là-bas, c'est une perte pour nous. Donc, et c'est les mêmes moyens que nous disposons pour pouvoir régler les problèmes. Donc, je demande à ce que chacun soit soudé, que nous soyons unis pour que le peu de ressources que nous agglutinons là soit bien redistribué. Et que ça ne soit pas pour maintenant renvoyer les terroristes. Répondez à Eugène Ewaillon et on va donc aller tout doucement vers la fin de cette émission. Et Eugène Ewaillon parle de revirement, à gauche, à droite ou de gauche à droite. Il parle d'éthique politique. Quel est votre regard? Nous sommes dans une situation de mutation politique. Le porte-parole aujourd'hui de l'opposition, qu'est-ce que vous voulez que je dise de lui? En 2016, il était où? Il a changé de camp, c'est ça? En 2016, il était où? Un jour, j'ai posé la question à son patron au téléphone, j'ai dit, vous avez soutenu Talon? Il dit non, nous avons produit Talon. Son patron, son ancien patron, il a dit, avec raison, il dit, ne me compte pas parmi ceux qui ont soutenu Talon. Moi, j'ai produit Talon. D'accord. Donc, si je me réfère à ce que son patron a dit, eux, ils ont produit Talon. Et pourtant, ils sont partis. Et aujourd'hui, ils sont partis. Lui, il trouve que c'est mauvais. Il trouve que c'est mauvais. Donc, moi, je mets tout ça dans la dynamique de la mutation. Je mets ça dans la dynamique de la mutation. Donc, il ne s'agit pas d'accuser pour accuser, non. Je mets ça dans la dynamique parce qu'il perçoit que dans l'opposition aujourd'hui, il peut réaliser le rêve qu'il a. C'est maintenant à lui de dire ce qu'il veut réaliser comme rêve. Moi, je l'ai dit. J'ai dit que ici, mon rêve, c'est de voir un parti politique au pouvoir. Et ça, je l'ai dit. Mon rêve, c'est qu'on participe aux élections. Il ne faut pas refuser de participer aux élections. C'est une question de légalité. Je suis clair. C'est pourquoi je soutiens aujourd'hui le président Talon. C'est parce que j'ai cru qu'il ne pouvait pas. Mais il m'a montré que lui, il peut. En faisant encore quoi? En disant que ça va s'arrêter sur moi. D'accord. Et il a pris tous les risques face à sa famille, face à des amis intimes, face à tout le monde. Il est en train de prendre tous les risques aujourd'hui pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes dans la logique aujourd'hui de la mise en place des bénévoles pour soutenir ce risque, cet idéal. C'est-à-dire les bénévoles de la réforme du système partisan. Donc, au-delà des partis politiques, nous allons réunir des bénévoles. Et je me mettrai partout pour ça. Des gens qui sont décidés à ce que cela soit une réalité. Ça, c'est mon objectif. Et j'ai dit, je n'ai pas que des adversaires dans l'opposition. J'ai dit que même au sein de la mouvance, il y a des gens qui sont réformistes, qui sont talonistes. Il y a des gens qui sont talonistes mais non réformistes, qui ne veulent pas des réformes,
qui sont même à des postes électifs. Donc, ce combat se mène même au sein de nous-mêmes. Donc, mais en 2026, vous allez voir qu'il y aura une clarification. Je lui dis, du paysage politique. Voilà. Et ça se confirme. Il a vu que les anti-réformistes se rejoignent. C'est-à-dire que les gens qui disaient obéir ne se sentent pas du tout embêtés d'être avec LD. Parce qu'ils sont anti-réformistes. Et vous avez vu, même des gens de notre camp, le président Oumbédi, il n'est pas gêné de recevoir aujourd'hui les députés LD parce qu'il est anti-réformiste. Mais il est talonniste. Il dit que je ne quitte pas UP le renouveau. Mais je donne quelques coups quand même. Non, il ne donne pas quelques coups. Il exprime même une conviction. Il exprime une conviction. C'est-à-dire qu'il est anti-réformiste. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Mais il dit, je suis dedans. Pour que nous puissions faire ce don, cela va se clarifier. Parce que s'il est coincé au sein du groupe, il finira par quitter. Mais ceux qui sont de son bord, qui sont réformistes, vont rester. Et ceux qui sont anti-réformistes vont le rejoindre et ils vont rejoindre LD. Donc, la guerre de 2000, le combat de 2026, c'est entre les réformistes et les anti-réformistes. Donc, c'est clair. Nous allons nous affronter et vous allez voir que de part et d'autre, il y aura des gens qui vont quitter et rejoindre chaque camp. Et à partir de 2026, il y aura une stabilité avec une cohérence politique. D'accord. Alors, UPR est de la mouvance présidentielle. Alors, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour ne pas violer les tests de la République, par rapport aux élections à venir? La République est capitale pour nous et nous avons un socle important des valeurs de la République, c'est l'état des droits et la justice. La justice et l'état de droit pour nous, c'est un socle important en ce qui concerne les valeurs de la République. Donc, nous respectons ça. Personne n'est au-dessus de les lois électorales sont là. Vous n'allez pas jouer avec les gens? Jamais. Les lois sont à respecter. Et quand le juge rend une justice, c'est au nom du peuple. Donc nous savons ça et nous enseignons partout pour dire aux gens, respectez ces lois. La preuve, pour que nous ayons des manifestations, nous demandons à ce que dans les structures, vous occupez des zones privées, clôturées, sécurisées. Si vous n'avez pas pris toutes les dispositions pour demander l'autorisation auprès du maire, vous voyez là où il y a un militant qui a une disponibilité, ou bien vous louez et vous êtes là. Et suivez toutes nos manifestations. Donc, nous prenons toutes les dispositions. Donc, finalement, les manifestations sont en chambre à coucher, c'est ça? Ou bien au salon, c'est ça? Dans tous les cas, si c'est dans le salon que ça nous convient et qu'on ne viole pas la loi, on le fera au salon. Nous, l'important pour nous, le repère, c'est la loi, c'est la légalité. Et ce qui convient à nos populations. Donc, ce n'est pas aller affronter la légalité. Nous ne sommes pas dedans. Et l'état de droit doit être respecté. C'est-à-dire l'équilibre des institutions. Les institutions de la République soient respectées. Dès que vous portez un problème au niveau d'une institution et que c'est réglé, vous pouvez contester, rester dans l'esprit du commentaire. Mais vous n'allez pas jusqu'à contester l'existence de l'institution. Vous serez prêt à prendre position pour que l'opposition puisse avoir droit de citer lors des manifestations publiques et autres? Et donc, certainement respecter les principes d'autorisation. Et s'ils voient que les principes d'autorisation ne sont pas légaux aujourd'hui, parce que le mouvancier d'hier, le mouvancier d'hier peut devenir opposant de demain. C'est pourquoi je dis, si ils ont vu que en réalité les dispositions qui sont prises au niveau légal ne sont pas suffisantes pour qu'on s'exprime librement aujourd'hui, il faut une proposition de loi. C'est ça ce que je dis. Il faut une proposition de loi parce que hier nous étions au pouvoir. Donc aujourd'hui, il ne peut pas se plaindre. Il y a juste 10 ans. Et ça, non, il faut qu'il fasse proposition de loi. Et demander maintenant aux mouvanciers, comme vous êtes en train de dire à nous autres, sachez que votre tout peut venir. Donc, et nous allons corriger les lois. Mais en ne faisant aucune proposition de loi et en criant, ça veut dire que vous voulez que la situation perdure. Donc, vous ne voulez pas une amélioration. Donc, vous voulez juste jouer à travers une ruse. D'accord. Donc, ce qui n'est pas bon. C'est votre. Alors, globalement, nous tendons vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire aux populations qui sont aujourd'hui face aux djihadistes? Et aussi nos hommes qui sont d'une manière ou d'une autre perturbés. On a des pertes, on l'a dit plusieurs fois déjà sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez à dire à la nation? Oui, nous sommes dans une situation très grave. Et nous devons prendre conscience que ni les armes,
ni les satellites de surveillance nous pourront en eux seuls nous permettre de relever ce défi. Ce défi qui nous attend un peu partout dans le pays. Et quand ça concerne une partie du pays, c'est tout le pays. Nous devons renforcer les valeurs de la République. C'est-à-dire que nous devons être unis et consolider ces valeurs et permettre à ce que nous puissions être un. Parce que nous sommes dans une guerre asymétrique. Ceux-là ne sont pas une armée, comme ça se fait en Ukraine face à la Russie. Nous avons des individus qui nous infiltrent. Donc nous avons besoin de cette fraternisation entre nous et l'armée. L'armée, ce n'est pas les autres. Nous devons les informer. Moi, je me rappelle quand nous étions au moment du PRPB, quand un nouveau vient dans un quartier, on informe le chef quartier. Donc nous devons reprendre des habitudes de ce genre et informer les gens. Parce qu'ils viennent dans nos villages, ils circulent et ils nous surprennent. Donc il va falloir que l'information circule. Ça serait la plus grande et l'outil le plus efficace pour gagner. Les États-Unis n'ont pas fini de gagner. La France n'a pas fini. La fois dernière, l'Inde et autres, et le Pakistan. Le monde est en face de ce danger. Et ce qui permet de s'en sortir, c'est l'information. L'information à partir de l'amour que nous avons pour notre pays. Donc, je conseille et je dis, les partis politiques doivent jouer leur partition. Aller sensibiliser tous nos militants et aller dans le même sens que le gouvernement pour que nous soyons des vrais citoyens de cette République. Et pour le faire, il faut absolument que le développement soit équitable. Nous ne laissons pas une zone et renforcer une autre zone. Il va falloir que la justice soit pour tout le monde et que tout le monde se sent responsable dans le pays. Et c'est pour cette raison que nous condamnons avec vigueur ceux qui, avec haine et croyant qu'ils font du mal au président Talon ou à un gouvernement, diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux concernant le drame qui s'est passé dans notre pays. J'ai dit récemment à un de mes amis qui m'a envoyé cette vidéo. Je lui ai dit, imagine un instant que c'est ta femme qui a été violée, tes enfants qui ont été tués devant toi. Est-ce que tu aurais aimé qu'on diffuse ça sur la toile? Il m'a dit non. Il dit, si nous étions, comme nous sommes amis, et tu as vu que j'ai partagé ça, est-ce que tu vas me considérer désormais comme ami? Il a dit non. Je dis, si tu es alors citoyen béninois, tu ne peux pas alors diffuser ça. C'est ça. Tu ne peux pas. Il faut arrêter de relayer. Et au même moment, vous savez ce qui se passe? Ils refusent de diffuser les telles vidéos qui soient du Burkina, qui soient du Mali. Ils disent que c'est des fake news. Vous voyez comment ils sont déconnectés et ils ont perdu la boussole dans notre pays. Votre mot de fin à présent, monsieur Agossa. C'est pour vous dire que cette situation est une urgence pour nous. D'accord. Et que nous ne pouvons pas, à cause de ça, renier les valeurs que nous avons instaurées depuis 90. D'accord. Vous avez encore 30 secondes. Et que nous devons être désormais fiers de notre pays. Notre pays est un pays calme, un pays de bonheur, un pays exceptionnel. Chaque Béninois doit être fier de ce pays. Et je rassure tous ceux qui ont perdu leurs enfants, ont perdu leur mari, ont perdu leur père, que la République serait toujours derrière eux. UP Le Renouveau mettra tout en place pour que ceux-là ne soient jamais délaissés. Partout où ils seront, la République serait là pour les former et que les premières opportunités qui seront offertes par la nation dans leur secteur reviendront à eux et ils seront les plus dignes de ce pays. D'accord.
Merci beaucoup à vous, monsieur Irénée Josias Agossa. Vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chipé, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Merci. Franc-Parler